Si je vous dis Michel Rebaliati, Julie Doucet ou encore Guy Delisle, ça ne vous sonne pas nécessairement les clochettes. Mais dans le monde de la BD québécoise indépendante, ils sont chacun à leur façon de véritables success stories et sont connus bien au-delà de Montréal. Mais justement, pour commencer, on vous emmène à Chicoutimi dans une boutique de fanatiques de ces rares phylactères. GIC, c'est pas bien compliqué. C'est une librairie spécialisée en bande dessinée. On a une mission qui est peut-être un peu prétentieuse. On essaie de choisir, de proposer de la bande dessinée qui est différente. Michel Rabagliati, Leftangle, Simon Bossé, Benoît Joly, Guy Delisle, Jimmy Beaulieu, Gigi Perron, Julie Doucet, Michel Risque, Mertonville, Shenzhen, Paul dans le métro, Morlac, La voisine à Maillot, Intestine, L'appareil, La pastèque, Mécanique générale, Loi de Cravant. La bande dessinée québécoise. La BD québécoise, en ce moment, se porte très bien, je pense. Il y a une nouvelle émergence avec certaines grosses locomotives, des gros auteurs qui arrivent et qui cassent un peu plus la baraque. Je crois qu'en ce moment, on a passé le cap où on était comme un peu le parent pauvre de la bande dessinée. La bande dessinée québécoise, à mon avis, se porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait il y a peut-être 20 ans. D'une part parce que les écrivains et les dessinateurs ont commencé à exporter le produit. Beaucoup de dessinateurs québécois vont en Europe, sont publiés en Europe. Et puis d'autre part parce que la thématique, les thèmes, sont pas uniquement des thèmes locaux québécois, mais ça commence à être des thèmes très universels. Il y a une belle vague présentement, en fait, qui m'intéresse plus, moi, comme lecteur, présentement, que si je remonte à ce que je lisais il y a quelques années, là. Ça a beaucoup évolué, comme la culture québécoise a évolué, je pense, comme notre société a évolué. Donc, la bande dessinée, en ce moment, je pense, elle est très contemporaine, très moderne. Il y a des histoires extrêmement intéressantes, des longues histoires qui sont racontées. Si on prend un livre comme Shenzhen, c'est 152 pages de texte et d'images. Ce sont des histoires beaucoup plus complexes que simplement des gags en 3 cases que l'on lit le samedi dans notre quotidien préféré. La bande dessinée, souvent, des fois, c'est une suite de cases avec des bulles. Mais bon sang, aujourd'hui, parfois, il y a des BD qui sortent, pas de texte. Les cases, on peut pas suivre le même chemin de lecture parce que c'est trop éclaté. C'est un sens de lecture qui est super génial. Et c'est évident qu'il y a un contraste là, par rapport à ce qui est véhiculé, par les médias, c'est évident. La bande dessinée n'échappe pas à ce phénomène-là. Personnellement, Je ne sais pas combien il y a de bandes dessinées qui peuvent se publier au Québec. Parce qu'il va y avoir peut-être 10-12 titres importants qui vont sortir par de gros éditeurs. Mais en même temps, il y a tellement de publications éclatées autour que le nombre se multiplie. Si on parle juste du fanzine, au niveau du fanzine, c'est des gens qui vont les avoir imprimés eux-mêmes, qui vont avoir distribué ça dans des bars, dans des collectifs, dans des trucs comme ça. Mais là, on vient d'éclater le chiffre de l'édition. Dans le petit lexique de la BD indépendante, le mot fanzine revient très souvent. À l'origine, ces petits magazines artistiques étaient écrits par des fans de musique. Et ils sont aujourd'hui à la BD ce que les pépinières sont aux arbres. La prochaine histoire qu'on vous présente se déroule à Québec et commence par un bluff. Un bluff qui est devenu une tradition. Voici l'histoire du fanzine bidon. Le fanzine bidon est né il y a environ 2 ans lors du Festival de la BD de Québec. On était 5. C'est Pierre Bouchard qui a eu l'idée de rassembler 5 illustrateurs et artistes de Québec pour avoir une table gratuite. On croyait qu'elle allait juste durer le temps du festival. Bientôt, on va fêter les 2 ans. On sort bientôt notre 12e numéro. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu au-delà de 80 collaborateurs pour le fanzine bidon.
Et il y en a qui s'ajoutent à tous les numéros. C'est un peu le but pour ça, du fanzine bidon, c'est de rassembler le plus d'illustrateurs pour démontrer qu'il y a une force, une énergie côté du dessin, de l'illustration. Pour certains d'entre eux, c'est un tremplin. C'est la première fois qu'ils publient quelque chose dans un magazine. Pour d'autres, j'ai l'impression des fois qu'ils s'en servent un peu comme laboratoire où ils font leur expérimentation. Alors, ils testent un peu leur matériel dans le fanzine. C'est un moyen de faire véhiculer ses idées. C'est ça, un fanzine. Il faut prendre comme le mot fanzine à sa base. Fan, qui veut dire fanatique, en fin de compte, et zine. Alors, c'est des petits magazines de fans. Et c'était dans le monde de la musique. Qui se faisaient des petites publications de photocopies pour parler des groupes qu'ils aimaient. Et c'était souvent des publications qui parlent d'un sujet assez pointu. Mais aussi, ça peut être de nature politique. C'est comme un genre de pamphlet, mais plus développé. Le fanzine bidon fonctionne un peu comme un kino. On lance un défi aux illustrateurs par Internet. Alors, on lance les thèmes. Du moment où on a lancé le thème aux collaborateurs, il peut se passer à peu près 2 mois là, jusqu'au lancement. Et ça bouillonne partout. Mais on découvre qu'il y a vraiment une culture parallèle, juste pour la diffusion. Mobilive, qui est une caravane. Ils se promènent partout pour montrer des fanzines. Il y a des festivals, comme Exposine à Montréal, qui montrent tout ce qui se produit en fanzine et en petites maisons d'édition. Il faut démontrer qu'il y a plus, nécessairement, qu'un style qui se fait au Québec, mais qu'il y en a plusieurs, qu'il y a vraiment tout un grand monde parallèle d'illustrateurs qui sont plus reconnus ailleurs qu'au Québec. Mais dans le futur, j'aimerais bien peut-être que le fanzine bidon se retrouve en webzine. Ce serait intéressant d'aller à ce niveau-là. Il faut se montrer, il faut se faire voir et revendiquer qu'il faut arrêter d'être émergent à un moment donné. Alors qu'au Québec, on compte sur les doigts d'une seule main les écrivains qui vivent de leur plume, on imagine ce que ça peut être dans le monde de la bande dessinée où lorsque l'on vend 400 albums, c'est un bon score. Mais tout de même, méchant contraste à dénicher en Gaspésie un BDiste qui vit non seulement de son art, mais qui en vend partout dans le monde. D'un garage de New Richmond jusqu'en Europe, voici des planches qui rapportent. Mon nom est François Méville-Deschênes. Je suis illustrateur, dessinateur. Les Humanoïdes Associés sont une maison d'édition mythique française. Il y a quand même un certain prestige, je ne pourrais pas le cacher, à travailler pour eux. Je travaille chez moi, en Gaspésie, puis je leur expédie à tous les 2 ou 3 mois ma production de planches de BD. J'ai envoyé un dossier aux maisons d'édition, puis les Humano ont aimé le dessin. Ils ont aimé mon style, puis ils m'ont proposé un scénario. Dans le cas précis de Millénaire, c'est un travail de collaboration. C'est-à-dire que je suis le dessinateur de l'équipe et il y a un scénariste qui écrit les textes. Au Québec, c'est un peu délicat, la BD. Quelqu'un qui veut en vivre peut y arriver, mais ça nécessite quand même certains sacrifices ou des contraintes. Il faut faire des demandes de subventions, souvent. Il y a ce problème-là. C'est toujours un peu à recommencer pour les auteurs, pour les éditeurs aussi. Mais ça, c'est la loi du marché, hein. Le marché de la BD au Québec, depuis de nombreuses années, une trentaine d'années même, est séparé en deux. Est occupé par les États-Unis d'un côté, avec les comic books, toute cette culture-là, puis d'un autre côté par les albums européens. Les éditeurs européens ont des moyens autrement plus importants, ce qui permet justement à un dessinateur d'obtenir un salaire mensuel pour produire ses planches, puis en fin de compte, en vivre et faire vivre sa famille, ce qui est très appréciable. Avant de travailler sur la série Millénaire, j'avais proposé un projet
aux maisons d'édition. Puis, il y a une maison québécoise aussi à qui j'avais envoyé mon projet, le dossier. Ça nécessitait justement de faire une demande de bourse, gna. Puis ça, moi, ça me tentait pas d'aller quêter, là, surtout qu'avec le Conseil des arts et compagnie, j'ai déjà eu des expériences plus ou moins, positives. Alors, les Européens m'ont proposé autre chose, puis ça correspondait beaucoup plus à ce que je souhaitais, là. Je pense pas que les éditeurs européens ou autres se tournent tout spécialement vers le Québec. Je pense que c'est un mouvement qui se produit puis dont bénéficient plusieurs pays. C'est un travail solitaire, puis c'est 100 fois sur le métier et 1000 fois et des milliers de fois sur le métier, on remet notre ouvrage. Ça pardonne pas si t'es pas à point, mais l'éditeur, il y en a d'autres, là. Il y en a beaucoup d'autres, là. L'éditeur, il cherche pas un dessinateur, c'est les dessinateurs qui cherchent un éditeur, puis il y en a beaucoup. Si certains commerçants mettaient davantage à l'avant-plan les BD d'auteurs québécois, ça permettrait peut-être peu à peu de changer progressivement la mentalité populaire vis-à-vis de la BD. Même si on ne veut pas donner dans le sensationnalisme gratuit, on peut dire que la BD québécoise vit ces jours-ci une véritable explosion. Qu'on parle seulement du nombre d'auteurs ou encore de la reconnaissance internationale, les bulles québécoises sont en demande. J'ai rencontré un éditeur et auteur qui est en partie responsable de l'essor de la BD québécoise et qui nous explique les raisons de ce succès. Jimmy Beaulieu, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est presque rendu tendance de parler de la BD québécoise. Hein? C'est plaisant, hein? Mais bon, à part ce côté très trendy, là, il y a des raisons plus vraiment terre à terre pour lesquelles il y a un essor de la BD québécoise et tu nous dis que c'est le format, finalement, qui a aidé beaucoup. En fait, nous, le format noir et blanc, souple, comme petit ça, format ici, comme ça, ça a toujours été un peu une contrainte économique parce que, bon, c'est pas un énorme lectorat. Les ventes étaient assez modestes. Donc, on faisait ce genre de choses-là dans les années, 80, 90. Et ça pognait moins. Ça pognait moins. Sauf que est apparu en France, aux États-Unis, justement, à peu près au milieu des années 90, c'est devenu vraiment un format standard pour ce qu'on appelle le roman graphique ou des bandes dessinées qui sont plus littéraires, qui abordent d'autres sujets comme la politique, la philosophie, des choses comme ça, même la spiritualité. Donc, c'est ça. Ça fait un objet un peu plus littéraire, tout ça. Donc, culturellement, c'est plus acceptable pour des gens de 30 ans et plus, là, de me sentir. Et c'est abordable en plus. C'est abordable pour nous le faire, c'est abordable pour le lecteur. On peut faire des livres de 160 pages qui valent le même prix qu'un livre de 48 pages en couleur français. Tu as quand même un moment de lecture beaucoup plus intéressant avec ça. Puis aussi, tu sais, juste intrinsèquement, le format, tu peux le tenir plus proche du visage, c'est souple, c'est accueillant. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Bon, ça, c'est une chose, mais il y a également toute la question d'une nouvelle génération de BDistes là, qui voit le jour. Comment ça se fait que c'est maintenant que ces gens-là commencent à être reconnus? Bien, moi, j'ai l'impression, si on reste strictement dans le monde de la bande dessinée, j'ai l'impression que les gens qui lisaient des choses comme Fred ou Mandrika ou Hugo Pratt ou Boucla Bretécher dans les années 70-80, bon, mais maintenant, ils ont 30 ans et plus, puis maintenant, ils ont vraiment assimilé ces discours-là, qui prenaient la bande dessinée un peu à l'extérieur de ces stéréotypes, qui en faisaient autre chose. Puis là, ils poussent ça un peu plus loin, ces expérimentations des années 70-là. Donc, on a quelque chose qui, justement, peut aborder toutes sortes de sujets avec toutes sortes de maturité, toutes sortes de traitements graphiques, tout ça. Donc, Mécanique Générale, qui en est à ses 5 ans, là, ces jours-ci, c'est pas un phénomène isolé, là. Vous vous inscrivez vraiment dans une tendance mondiale. Oh, oui, tout à fait. Il y a du monde en Corée qui font la même chose, en Autriche, un peu partout. C'est bien excitant de voir ça. Il y a bien des éditeurs qui font des petits tirages à 1000, 2000 copies, mais qui les vendent un peu partout dans le monde en ce moment. Donc, c'est assez excitant de voir ça. Rapidement, vous êtes sur votre lancée Mécanique Générale. Cette année, pour votre 5e anniversaire, vous allez lancer 12 livres. C'est quand même pas rien non, pour une petite maison d'édition au Québec en bande dessinée. Oui. Puis en effet, ça va être des bons livres en plus. Donc, c'est vraiment notre opération. Célébrons notre 5e anniversaire en faisant un coup d'éclat. Alors, vous allez découvrir ça tout au long de 2006. En tout cas, on vous souhaite encore un autre 5 ans et 10 et 15. Je m'inquiète pas pour etc. Merci beaucoup, Jimmy Beaulieu.